Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et ce matin, on vous parle des taxes sur les carburants et on vous pose cette question, doivent-elles financer l'environnement? On en parle avec nos invités aujourd'hui. Denis Astagno, bonjour. Vous êtes Bonjour. Journaliste, président d'honneur de l'association de la presse automobile et membre de 40 millions d'automobilistes. Et avec nous aussi Michel Dubromel, président de France Nature Environnement. Bonjour. Bonjour. Et avec cette question à laquelle vous pouvez répondre et nous appeler 0826 300 300, Patrick. Oui, absolument, parce que c'est un peu ambigu. Donc évidemment, les taxes sur le carburant doivent-elles financer l'environnement? On en parle parce que l'UFC Que Choisir a dit hier qu'il fallait supprimer une taxe sur la TVA sur les carburants, qui normalement est destinée à financer l'environnement, et c'est pas aussi clair que ça. Et ça représente, je crois, 14 centimes, alors qu'il y a une flambée des prix en perspective. On va en débattre avec Denis Astagno, Michel Dubromel. Il y a Adam qui est avec nous au standard qui nous appelle, 0826 300 300. Bonjour Adam. Oui, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En partie, oui. Cela ne me dérange pas qu'une partie des taxes sur le carburant servent à financer l'environnement, mais ce n'est pas tout. Parce que à force de faire, parce que quand on regarde, par exemple, les taxes qui sont perçues par l'État, ils représentent, par exemple, pour le samplon, plus de 63%. On sait aussi que derrière, que le prix du carburant n'est pas figé dans le temps. Et il risque même carrément de flamber. Donc on va encore pénaliser les personnes qui utilisent le carburant, notamment les gens qui travaillent, qui sont obligés de se déplacer, qui vivent dans la ruralité, sous couvert de l'environnement. Donc quelque part, on va dégoûter, entre des guillemets, les gens qui protègent l'environnement. Ils vont dire, mais à chaque fois, ça nous tombe dessus. Mais il y a d'autres moyens, par exemple, sur les actions, sur les dividendes qui sont versés chaque année, on peut tirer une taxe dessus. Pourquoi pas? Parce que eux, quelque part, ils profitent de la croissance économique, sans fournir un travail, mais uniquement en faisant travailler le capital et l'argent. Oui, ça c'est vrai. Restez en ligne. Restez en ligne avec nous, Adam, pour en parler aussi avec nos débatteurs. Michel Dubromel, est-ce qu'il y a des taxes sur le carburant qui vont vraiment à destination de la transition écologique, comme on dit, de l'environnement ou pas? Oui, le mécanisme est quand même simple. Il faut savoir aussi que c'est quand même les parlementaires qui décident de l'affectation du budget. Donc nous ne pouvons pas nous mettre à la place des parlementaires et dire il faut absolument financer ceci ou cela. Chacun fait son travail en demandant aux parlementaires. Je vous rappelle quand même que les Français mettent maintenant l'environnement en priorité de leurs préoccupations. Parmi les priorités, oui. Donc voilà, on est quand même majoritaire à ce niveau-là. Donc nous espérons que l'argent y va ou pas, Denis Astagno, alors? Alors, il y a 20% des 37 milliards récoltés par la TICPE, donc la taxe intérieure sur les produits pétroliers, et les 20% de la TVA qui sont sur la taxe et sur les carburants. Il faut savoir que, par exemple, pour 1,50 € à la pompe, il y a 50 centimes de carburant seulement. Et le reste, c'est des taxes. Voilà. Et alors, dans ces taxes, il y a 20%. Qui servent à la transition écologique, c'est-à-dire 7 milliards par an. 7 milliarars. Donc sur un litre à 1,50 €, on est à quoi? Alors on est à 20 centimes à peu près qui vont oui, à peu près. Si vous voulez, 15, mais qui vont vraiment ou pas? Ah bah alors là, ça, non mais ça c'est les arcanes de Bercy. C'est toute la question, parce que l'UFC Que Choisir dit que visiblement c'est pas aussi clair que ça. Bercy prend déjà 17 milliards sur les 37 milliards récoltés. Bercy prend 17 milliards. Et puis après, il y a quand même 7 milliards qui vont à la transition écologique, théoriquement, enfin en tout cas. Et puis 3% pour l'agence de financement des infrastructures et des transports, etc. Mais si vous voulez, malgré tout, il y a quand même, c'est quand même une somme importante. Et cette somme importante, elle est taxée. Sur la TVA, enfin la TVA s'applique dessus. Donc on pourrait peut-être éventuellement non pas diminuer la TVA parce que c'est difficile, mais peut-être faire flotter. On a présenté le tableau, on en rediscute dans un instant ensemble pendant un bon quart d'heure notre débat avec vos appels. Adam qui est avec nous et 59% oui pour l'instant. Oui, et vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux #Sud Radio Matin ou sur Facebook aussi. On a mis cette question sur Facebook. On vous attend aussi au 0826 300 300. Il est 9h30. Le Grand Matin Sud Radio.
L'enquête de la matinée. 9h34, merci d'être avec nous et merci de nous envoyer vos nombreux messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Les taxes sur les carburants doivent-elles financer l'environnement, avec des messages comme Jessica qui nous dit « J'ai envie de dire, vu l'urgence climatique et environnementale, tout devrait être fait pour l'environnement. Maintenant, il faut un véritable changement, à savoir faciliter les transports en commun, plus nombreux, moins chers et remettre le ferroviaire. » Oui, bon, alors ça c'est vrai, c'est une autre question, mais la véritable question, c'est de savoir si les taxes, parce que les gens globalement, ils sont quand même, ils sont plutôt ok pour en parler, pour en payer en fait un certain nombre limité, à condition de connaître la destination, quoi. Hein, Michel Dubromel. Ah oui, ça c'est vraiment France Nature Environnement. Une revendication qu'on a entendue il y a exactement un an par rapport à une fameuse taxe carbone. La revendication des Gilets jaunes était de savoir à quoi ça sert. C'était pas du tout un refus. C'était détourné par le gouvernement qui a à nouveau dit les gens ne veulent pas la payer. Non, les gens demandent, et dans tous les pays où il y a une taxe carbone très élevée, il y a une forte redistribution. Je crois que c'est ça le point important. Il faut que les personnes en précarité puissent récupérer ce genre de taxes. Donc pour l'instant, surtout, c'est la redistribution qui ne fonctionne pas. Les personnes qui sont en précarité, notamment pour les transports, il faut les aider, parce que ces gens-là sont très exposés. Très souvent, les transports représentent un montant important de leur budget. Donc, il y a des solutions, que ce soit pour la santé ou pour l'économie. S'il y a moins de transports individuels et moins de pollution, les gens en bénéficieront au niveau de leur santé. Donc, il y a une prise de conscience actuellement. Je pense que les députés, puisque c'est eux qui décident du budget, qui décident de l'imputation des taxes, ils doivent écouter. Actuellement, quand on prépare un projet de loi de finances, ils doivent écouter la voix des citoyens qui demandent justement moins de pollution dans leur environnement. Oui, c'est ça. Et puis, oui, Yves Villeneuve qui nous dit qu'il s'agit de discriminer ceux qui pourront payer le carburant des autres. Finalement, ça revient à un permis de polluer pour les Russes. Oui, bon, ça c'est vrai. Non, mais parce en fait, ce que veulent les automobilistes français, c'est de savoir quel est leur budget à venir de carburant. Combien ils vont payer de carburant pour le mois, pour le trimestre à venir, pour le... Et si il y a des hauts et des bas, alors c'est effectivement en cas de crise pétrolière, etc., c'est le carburant lui-même qui augmente. Mais quand c'est les taxes qui augmentent, quand il y a une taxe pour ceci, une taxe énergétique, taxe, etc., alors qu'il y a déjà 7 milliards sur le budget qui sont consacrés à la transition énergétique, les gens se disent mais ça va pas, on va encore nous rajouter des taxes alors qu'on paye déjà 60% de taxes sur un litre de carburant. C'est pas tout à fait normal. On est en France le pays qui payons pratiquement le plus de taxes sur les carburants. C'est ça, en Europe, oui, bien sûr. Oui. En Europe, dans le monde aussi pratiquement, parce que aux États-Unis ils en payent pratiquement pas. Alors donc non, mais franchement c'est important, et il faut se souvenir qu'effectivement il y a un an la crise des Gilets jaunes est partie du fait qu'on voulait encore rajouter une taxe à toutes ces taxes, et que les gens disaient mais non, ça suffit, maintenant on en a, on peut plus, voilà. Alors ce qui se passe maintenant, s'il y a cette crise avec l'Arabie Saoudite et donc cette hausse du pétrole, à 40 millions d'automobilistes, on demande à ce que soit remise en vigueur la TIPP, la TICPE maintenant, flottante. C'est-à-dire que on diminue légèrement la taxe que perçoit le gouvernement, enfin l'État, le Trésor public, et en fonction du prix du carburant lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça sera sans doute la dernière TIPP flottante, c'était en octobre 2000 sous le gouvernement Jospin. C'était Laurent Fabius qui était aux finances, et à ce moment-là, il y avait eu une baisse donc de la TIPP. De quelques milliards, de 1 ou 2 milliards, je crois. Mais la TVA y avait gagné, puisque le carburant était plus... Parce que la TVA s'applique sur tout le prix du carburant et de la TIPP. Oui, c'est vrai, Denis Astagnaud, mais Michel Dubromel de France Nature Environnement, beaucoup d'auditeurs, d'automobilistes se disent moi je veux bien payer en fait quelques taxes pour l'environnement, je voudrais bien aussi me passer de ma voiture, mais quelles sont les solutions, l'alternative à côté? Elle est quand même limitée pour l'instant. Les alternatives sont limitées parce qu'il y a eu des années d'incurie de ne pas avoir développé les transports ferroviaires. Il y a une forte demande des citoyens, mais
il n'y a pas que le Pour avoir transport des trains, ferroviaire, c'est mais vrai. pour avoir des Qu'est-ce trains. qu'il y a comme autre solution? Les trains du quotidien, quand même, on l'oublie. Oui, bien sûr. On a beaucoup investi dans les TGV. Oui, c'est vrai. On a oublié les trains du quotidien qui transportent la majorité Dans les des grandes, personnes. dans les grandes Voilà. agglomérations, ça c'est vrai. Un gros développement. Pensons aux personnes qui dont c'est le métier d'utiliser une voiture, je pense au VRP. Ouais. Il y a maintenant des logiciels sur smartphone qui permettent d'optimiser un circuit de visite. Donc, mais je crois que c'est aussi un point important pour les gens qui vivent par leur voiture, de savoir qu'il y a maintenant des outils qui permettent d'optimiser un circuit de visite. Ce n'est pas une chose évidente. Ouais. Donc, je crois que surtout la demande des citoyens, c'est de consommer moins parce qu'ils vont moins polluer, mais il faut les aider. Donc, il y a la partie. Et puis surtout, ça leur coûtera un peu moins cher parce que sinon, faut pas oublier que c'est un budget énorme. C'est leur portefeuille d'une bien part, sûr. et en même temps, il y a la partie santé, parce qu'eux-mêmes, bien sûr. ils se polluent. Ouais. Les autres éléments, quand même, qui se développent maintenant, c'est tous les systèmes de covoiturage, mais qui se font souvent entre voisins, entre amis, entre personnes d'une même société. Ouais. Il y a de plus en plus, et on parle là-dessus aussi, d'un mouvement social. Ouais. C'est-à-dire, c'est entre amis, on fait connaissance. Si on parle de Blablacar, c'est parce qu'on discute en voiture. Cet aspect convivialité a pris le pas maintenant. Il est quand même absolument absurde de savoir qu'en moyenne, dans une voiture, il y a une personne et demie. Ça, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, les réseaux d'entraide sur Facebook, etc., marchent bien, quoi, justement. Donc, il faut utiliser les applications informatiques qu'on a maintenant, justement, pour optimiser. Une voiture peut être un moyen de transport en commun. Si on a 4 personnes dans une voiture, eh bien, on optimise les émissions. Donc, il y a beaucoup de solutions pratiques, notamment avec le numérique, qui permettent de réduire, avec les voitures existantes, le développement des transports en commun. On se rapproche quand même des périodes électorales, et je pense que de plus en plus de municipalités actuellement font la promotion de leur mode de transport doux. Donc c'est quand même maintenant une image de marque pour beaucoup de municipalités. Nous pensons qu'elles ont encore du retard. Et sur les véhicules eux-mêmes, Denis Astagnaud, ils consomment quand même moins aujourd'hui. Ils consomment moins, donc ils polluent moins aussi. Pas tout à fait. Ils consomment pas moins parce que il y a la vogue des SUV, vous savez. Alors qu'ils consomment c'est beaucoup. vrai faux 4x4 qui sont plus hauts, plus gros, plus lourds et qui consomment davantage, effectivement. À technologie égale, ils consomment un petit peu moins quand même, non? Oui, à technologie égale, effectivement. Mais si vous avez une berline, par exemple, une petite berline, elle consomme beaucoup moins qu'il y a 10 ans, par exemple, qu'une berline d'il y a 10 ans. Mais simplement, et puis, alors, là, le bannissement, le diesel bashing, comme on dit, le bannissement du diesel, ne va pas dans le sens des économies d'énergie. Je vous signale que la COP 21 à Paris avait recommandé l'usage du diesel parce que ça consommait moins et donc moins de CO2. Hein. Sauf qu'il y avait des particules fines en ville. Il y en a quand même 3 fois moins que dans le métro. Hein. C'est vrai. Le diesel pose quand même des problèmes de santé énormes. Il ne faut pas l'oublier au niveau climatique. À l'intérieur des villes. À l'extérieur, un peu moins. Les particules dans le métro aussi. Oui, d'accord. Mais le problème du diesel, qui est 3 fois plus de pollution dans le métro qu'à la surface. Générateur de problèmes climatiques importants, a été trop souvent oublié parce qu'on ne prend pas en compte cet aspect-là actuellement. Oui, il est plus économe en CO2, mais malheureusement, il pose des gros problèmes au niveau climatique. Avec le bioéthanol, etc. Denis Astagnaud. Ça existe effectivement. Ça continue de se développer, ça. Non, enfin, pas beaucoup. Très c'est étonnant. Je pensais que ça allait bien sûr, évidemment, d'autant plus que le bioéthanol est beaucoup moins taxé que le carburant pétrolier, hein, évidemment. Le bioéthanol, rappelons-le, c'est le carburant issu de l'huile de colza, de tas de choses qui viennent de la nature, si tu veux, des plantes, mais qui effectivement, pour l'instant, a du mal à se développer parce qu'il y a assez peu de pompes. Il y a aussi le GNV, le gaz de développement gaz. Le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, c'est-à-dire que... Ouais, mais alors ça se développe pas non plus. Non. Très peu. Un petit peu. Plus ou moins, ça dépend des subventions du gouvernement. Les filières gaz, quand même, automatiquement, génèrent beaucoup moins de particules, qui sont quand même un des problèmes importants en milieu urbain. Et l'électrique. Et l'électrique, mais l'électrique, il a du mal à décoller parce que, comme le disent les constructeurs allemands, nous, on veut bien construire des voitures électriques, mais les gens les achètent pas. Alors ça sert à quoi? C'est sûr, voilà. Bon, alors c'est vrai que nous en France on fait beaucoup de promotions autour de l'électrique. Quand on va à l'étranger, beaucoup moins quoi. Bon, les Japonais le font un petit peu depuis longtemps. Les Japonais depuis longtemps. Mais autrement, ailleurs, non. Après, il faut pouvoir se ravitailler sur les longs courriers, sur les grandes distances avec l'électrique. Non, mais c'est les longs courriers. Non, mais je veux dire, Non, mais vous avez raison. Non, mais les grandes distances. Oui, mais sauf que pour avoir une voiture qui a 400 km d'autonomie en tout électrique, c'est Tesla et c'est 80 000 euros, quoi. Actuellement,
aussi la voiture comme un objet de possession, et on passe de plus en plus à la voiture service. Oui, c'est vrai. Donc sur une grande distance, alors bien sûr ce n'est pas nos habitudes, mais avoir une voiture de chaque côté me paraît beaucoup plus logique que d'avoir à transporter une voiture uniquement sur 500 km alors qu'il n'en a pas nécessité. Et encore faut-il avoir les moyens. Ouais, et puis on en parle peu aussi, mais c'est le fret, quoi, parce qu'il y a eu un abandon en fait terrible. Il y a eu une ouverture des frontières, donc on voit des camions alors sur toutes les autoroutes et toutes les routes. Et alors dans le Sud-Ouest, on en connaît. Là, évidemment, on les voit passer. Ces Roumains, ces Bulgares, ces Polonais, etc., qui traversent en fait l'Europe. Non, mais ça c'est terrible, mais Michel Dubromel. Ça, par exemple, l'Espagne. Où est-ce que vous voulez que passent les camions espagnols sinon par la France? Oui, mais bien sûr. Il y avait les quelques camions espagnols qui venaient pour des livraisons, les fruits et légumes, etc. Et tout. Là, aujourd'hui, ça vient de partout. Ça vient des usines. Michel Dubromel, en fait, de toute l'Europe. On s'appuie sur une situation de dumping social et on ferme les yeux sur ce dumping social. Oui, d'accord, il faut défendre des emplois, mais à quel prix actuellement? Donc d'abord, c'est des gens qui vivent dans des conditions absolument horribles, et d'autre part, on se plaît là-dessus, alors que les solutions ferroviaires, il suffit de franchir les frontières. Déjà, il faudrait produire aussi un peu localement, peut-être. Oui, mais il y a les productions locales. Ça, c'est un point important. Pourquoi trimballer des produits d'un bout à l'autre de l'Europe alors qu'ils sont produits localement? Vous savez, il y a 20 ans, Patrick, j'étais à un congrès de la FNTR, donc la Fédération nationale routier, sur le ferroutage. Il y avait 2 entreprises de ferroutage qui étaient à la FNTR. Elles n'existent plus. Ah oui, elle n'existe plus. C'est fini. Il y a pratiquement plus de ferroutage. Et c'était pourtant une solution. Oui. Merci Denis Astagnaud, président d'honneur de l'Association de la presse automobile, membre de 40 millions d'automobilistes, et Michel Dubromel, président de France Nature Environnement. Vous avez lancé quelques pistes ce matin au micro de Sud Radio. En fait, c'est bien. Les taxes sur le carburant doivent-elles financer l'environnement? On termine à 59%. Vous dites oui. Globalement, les commentaires sont beaucoup plus nuancés. Vous pouvez continuer de discuter, d'échanger entre vous, parce qu'il y a des réflexions qui sont particulièrement intéressantes en fait à chaque fois.